Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Lens et le FC Metz, match qui va compter pour la 29e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Un match qui, c'est pas un derby, mais on va dire que c'est un petit classique depuis quelques années quand même, avec en plus une belle bataille entre supporters des deux équipes qui nous attend. Pour ce match qui aura donc lieu ce dimanche 14 mars à 15h, notamment diffusé sur le multisport de Canal+, pour ceux qui veulent bien sûr regarder cette rencontre. Et donc on va un peu aborder tous les points importants de ce match, notamment sur les compositions d'équipes possibles. On a quelques idées que l'on va partager avec vous. Pour ce faire, j'ai bien sûr Monsieur Grenat Forever avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever? Oh ben, bonsoir, monsieur Socket, écoute. Tout va bien, un peu stressé évidemment avant ce très gros match de demain, mais sinon ça va, hein. Ah bah oui, attends, on est dans le match qui est probablement l'un des plus attendus, voilà, notamment parmi les supporters des deux équipes, mais aussi parce que il y a beaucoup d'enjeux, avec notamment, s'il y a une issue favorable pour l'un, ça peut être un peu négatif pour l'autre, et donc on va un peu étudier cela en détail. Avant de partir, peut-être la première dans cet avant-match, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous soutenir en likant cette vidéo et en mettant dans les commentaires votre pronostic de la rencontre. Avec Grenat Forever, on va donner notre petit prono, voilà, pour essayer un peu de se faire une idée du résultat de la rencontre. N'hésitez pas aussi à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. On approche des 800 abonnés, on est à 775 abonnés. Donc encore une fois, voilà, un grand merci à vous qui nous soutenez tous les jours dans ce beau petit machin qu'est la maison du Grenat. Et on va essayer de continuer le plus longtemps possible, bien sûr. Est-ce que tu es prêt, Grenat Forever, pour parler de ce Évidemment. match? Évidemment, je sens que tu es impatient et moi aussi je suis très impatient de parler de ce match. Et j'espère que vous êtes aussi impatient que nous de parler de cette rencontre. On va tout de suite regarder, Grenat Forever, la situation au classement, bien sûr, pour les deux équipes, avec une bataille pour le top 10 qui s'annonce corsée, puisque ce match oppose deux équipes qui à l'heure actuelle sont en pleine bataille pour assurer, pourquoi pas, bien sûr, une place dans le top 10, avec en prime, on ne sait jamais, une place européenne qui est absolument pas impossible, même si il restera quand même encore 9 matchs après ce match entre Metz et Lens, mais à l'heure actuelle, Lens est à la 5e place. Alors, je dis à l'heure actuelle parce qu'il y a eu des matchs qui ont eu lieu ce samedi qui sont encore, qui viennent d'être terminés au moment où on l'a fait, mais vous avez le classement avec seulement le match qui a eu lieu, je crois, le vendredi, et donc probablement que vous aurez une autre idée du classement juste avant le début du match, mais si on prend en compte que le match qui a eu lieu le vendredi, qui était un match entre Lyon et Reims, si je me trompe pas, Grenat Forever, où justement un match qui s'est terminé sur un score d'un partout, si je me trompe pas. C'est ça. Lens était effectivement encore dans la 5e place, mais ça a évolué normalement puisque Marseille, semble-t-il, a empoché les 3 points. Et donc Lens qui est en pleine bataille, tout comme le UFC Metz. Lens a à l'heure actuelle 44 points, Metz a 41 points, 3 points d'écart entre les deux équipes. Et donc forcément, si Lens bat Metz, Lens met quand même Metz à 6 points, ce qui est absolument pas négligeable à 9 journées de la fin. Est-ce que tu penses, Grenat Forever, que ce match est un vrai tournant pour les deux équipes? Parce qu'on va parler bien sûr du FC Metz, mais vraiment pour les deux équipes, c'est vraiment peut-être un moment clé de cette fin de saison. Ah, pour moi, c'est l'un des premiers tournants, surtout de notre côté, et surtout au vu de notre calendrier futur. Pour moi, c'est le match charnière qui va décider de nos ambitions pour la suite de la saison. Soit, entre guillemets, nos ambitions d'Europe prennent fin, même si c'est peut-être précipité de dire ça en cas de défaite demain, mais pour moi c'est vrai, vu le calendrier de Marseille, où tu aurais du coup 4 points de retard sur Marseille, et Marseille qui ne doit plus jouer aucun des 4 premiers, et Lens qui nous mettrait 6 points et un meilleur goal average. Bah, tu fais, alors, on va dire que tu parles un peu d'Europe, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la question principale, c'est plutôt la lutte pour le top 10, faut le dire clairement aujourd'hui, sachant que une équipe comme Rennes, qui à l'heure actuelle est 10e avec 38 points, n'est seulement qu'à 3 points de toi. Tu vois, en cas de résultat positif de leur part, ils pourraient tout simplement nous recoller. Je parle bien sûr aussi d'un autre résultat, tu sais, d'une équipe comme par exemple Montpellier, par exemple, qui pourrait également, on ne sait jamais, tu vois, nous passer devant en cas de résultat positif. Donc clairement aujourd'hui la lutte elle est là. Et comme tu l'as très bien dit, l'Europe, c'est une autre question qui va être, je pense, abordée dans quelques journées, mais pas tout de suite. Voyons déjà ce qui se passe avec ce match entre Metz et Lens. Et puis il y aura notamment aussi le match
bien sûr contre Rennes et contre Monaco et Lille qui vont s'ajouter par la suite. Et là, les choses ont peut-être déjà bien bougé, positivement ou négativement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lens peut faire le trou avec 6 points d'écart face à nous à la fin de ce match. Et par contre, Metz peut revenir à la hauteur de Lens. Normalement, en plus en dépassant cette équipe de Lens, puisque Metz a un meilleur goal average que Lens à l'heure actuelle. Donc voilà, vous avez un peu l'enjeu au classement de ce match. Au niveau de l'état de forme qu'on a Forever, petit point vite fait sur l'état de forme des deux équipes. Alors, pour parler de Lens, Lens est quand même dans un état de forme plutôt bon, hein, parce que cette équipe de Lens, si l'on prend tous les matchs depuis la phase retour qui a commencé le 17 janvier, on est sur une équipe de Lens qui n'a perdu qu'un seul match en championnat. Ils ont perdu 2, si j'inclus le match perdu en 16e de finale de Coupe de France contre le Red Star. Mais il y a eu une seule défaite seulement en championnat contre Nice, 1-0. Et d'ailleurs, intéressant parce que finalement, cette défaite contre Nice, auquel j'ajouterai le match nul contre Rennes à la 24e journée, sont les 2 seuls matchs où Lens n'a pas marqué un seul but. Ce qui est très très rare, comme vous pouvez le voir à l'écran. Lens est une équipe qui, depuis la reprise, constamment met un but dans ses matchs, ce qui annonce une difficulté assez forte pour les Messins, même si certains vont me dire, oui mais attendez les gars, au match aller, Metz a réussi à déjouer défensivement cette équipe de Lens et n'a pas pris un seul but. Donc bien sûr, mais vous voyez que la tendance actuelle, c'est que cette équipe de Lens, elle marque, et elle marque dans 99% des cas, quoi. Il y a quelques cas où effectivement elle ne va pas pouvoir s'exprimer offensivement. Est-ce que tu penses, Gone Forever, que c'est un peu là l'une des grosses difficultés bien sûr à gérer pour Metz, surtout que Metz en plus récemment prend pour le coup quasiment un but par match, hein, tu vois, en championnat. On va venir juste après sur l'état de forme, mais est-ce que tu penses que c'est là aussi la grande difficulté vis-à-vis de cette équipe de Lens? Ah mais clairement, hein, c'est une opposition de style entre là une équipe qui marque à tous les matchs contre une équipe qui n'a pas fait de clean sheet en championnat depuis très longtemps. Donc, trop longtemps. Depuis le match, je dirais de tête, depuis la réception du FC Nantes, si je dis pas de bêtises. Tout à fait raison. Donc j'exclus évidemment le match de Coupe de France contre Valenciennes, mais du coup on peut se dire sur le papier qu'on a peur, on va jouer une équipe qui marque tout le temps et nous on prend minimum un but par match. Donc c'est vrai que psychologiquement c'est pas facile à vivre. Il va falloir trouver les solutions pour contrecarrer un peu comme au match aller, hein, cette équipe lensoise et éviter de prendre un but si c'est possible, ou alors de l'autre côté de nous de mettre un but de plus que ce que eux vont mettre. Oui, bien sûr. Alors tu fais bien de parler effectivement des problèmes d'invincibilité que l'on a effectivement depuis l'après Nantes, hein, puisque donc ce match contre Nantes dont tu parles, c'était la 21e journée, hein, la réception de Nantes, et c'est vrai que derrière tu as eu constamment des matchs où tu as pris des buts, ce qui met un peu en contradiction avec la réputation de très bonne défense que tu mets en avant depuis quand même pas mal de semaines en te revendiquant en disant que tu es en gros l'une des top défenses de Ligue 1, hein, c'était un peu ça l'idée dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu rapidement voir notamment le classement, à l'heure actuelle sur les buts encaissés, le FC Metz est en fait encore tout simplement dans le top 5 des meilleures défenses de Ligue 1, hein, tu vois, ça, c'est le quatrième défense. Hein. C'est ça, les quatrième défenses, derrière Lyon d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand tu prends les derniers matchs, Metz prend à chaque fois un but depuis la 21e journée. Donc c'est un peu embêtant quand tu sais que l'adversaire en face c'est effectivement Lens. Et donc ça te rassure pas vraiment. Au niveau des résultats même, c'est vrai que Metz est dans une période un peu de yo-yo entre du bon et du moins bon. On a eu une période un peu compliquée sur le match Montpellier-Saint-Etienne où on sentait que ça commençait à y avoir un peu de ralentissement, tu vois. Le match de Coupe de France nous avait plus satisfait dans le résultat que dans la manière. D'ailleurs, on se fait ouvrir en fin de match contre Strasbourg à domicile dans le derby. On enchaîne 2 victoires, Nice-Bordeaux. Et malheureusement, on s'est fait un peu cueillir contre Angers dans là aussi un match où pour le coup, on l'a déjà débriefé, hein, mais clairement une performance ratée de la part du FC Metz. Et pareil, on essaie de reprendre un peu de souffle, comme on l'a fait contre Amiens d'ailleurs, de reprendre un peu de souffle en Coupe de France. C'est ça que le 4-0
dans le contenu face à une équipe joueuse, ce qu'est effectivement aussi le RC Lens, nous donne un peu plus d'assurance. Mais bon, encore une fois, c'était la Coupe de France, hein, c'était un adversaire de Ligue 2. Méfiance bien sûr, et grande méfiance face à cet adversaire lensois qui pose beaucoup de problèmes, et pas seulement qu'aux équipes du haut de tableau, mais vraiment, enfin pas seulement qu'aux équipes du bas de tableau, pardon, mais aussi aux équipes du haut de tableau. Vous l'avez certainement vu dans les résultats précédents du RC Lens. Composition d'équipe Grenat Forever et groupe. Bien sûr, pour les deux équipes, ces groupes ont été annoncés dans la soirée. Rappel vite fait de ce qui se passe du côté de Lens. Grenat Forever, tu m'avais dit notamment avant de faire cet avant-match que Lens avait des interrogations sur certains joueurs qui potentiellement n'auraient pas pu être disponibles, ou en tout cas qui étaient incertains. On a eu là donc l'annonce du groupe qui est intervenue. On constate quoi? On constate que déjà il y a des joueurs qui, on le sait, sont assez majeurs côté lensois, qui finalement sont quand même présents. Hein. Tu parlais bien sûr d'un joueur comme Kakuta qui était aussi incertain. Il y a une absence à signaler finalement, c'est Ganago en fait en attaque, hein, qui est peut-être l'un des petits problèmes à gérer côté lensois. Oh bah oui, après Ganago, ça fait quand même belle lurette entre guillemets qu'il est absent. C'est plus l'absence de Kakuta qui allait changer certainement les plans côté lensois, enfin changer les plans. On aurait eu certainement du Tony Mauricio, mais il y a un Lens avec Gaël Kakuta et un Lens sans Gaël Kakuta, ça c'est clair, hein, c'est un peu comme Farid Boulaya de notre côté. Donc tant mieux pour Lens, à nous de gérer cette menace qu'on avait très très bien gérée si vous vous souvenez bien au match aller. La menace Gaël Kakuta qu'on avait pris en marquage individuel. Est-ce que ça sera la solution demain? Réponse sous les coups de 14h. C'est ça, réponse sous les coups de 14h. Alors quand vous regardez notamment la composition d'équipe de Lens dans son dernier match de championnat contre Saint-Etienne, Lens qui aligne son système avec notamment 3 défenseurs centraux. Alors c'était Medina, Badé et Grady qui jouaient en défense centrale. Il y a évidemment, tu parlais de la question de Kakuta, c'est vrai que c'était donc Mauricio qui joue en numéro 10 hein, et non pas Kakuta. Mais pour le reste, c'est vrai que tu as toujours une interrogation par rapport à l'attaque, parce qu'on sait que Sotoka devrait être aligné. Maintenant, l'interrogation, c'est est-ce qu'un Kalimuendo sera aligné, ou est-ce qu'au contraire peut-être un Banza? Je sais que tu m'avais parlé aussi de Banza qui pourrait être une option. Là pareil, tu disais ça peut changer de match en match, l'alternance Kalimuendo ou Banza. Hein. Bah, c'est vrai qu'avec la blessure de Ganago, du coup, pour jouer à côté de Sotoka, qui est lui incontournable et qui joue tous les matchs, depuis la phase retour, Francaise alterne en fait entre Kalimuendo et Banza. Souvent en plus, je sais pas si c'est fait exprès ou souvent l'un joue à domicile, l'autre joue à l'extérieur. Ça, faudra demander à Francaise si c'est forcément fait exprès. Donc est-ce que le fait que Kalimuendo était lui titulaire contre Saint-Etienne et que Banza l'était contre le Red Star, est-ce que ça veut dire que du coup ça serait Arnaud Kalimuendo demain? Bah je sais pas, dans tous les cas va falloir les tenir. Il va falloir les tenir, et puis il y a un autre joueur bien sûr dont il faudra grandement se méfier, hein, Monsieur Klaus, hein, en tant que piston droit. Donc il y aura un gros travail à faire sur ce joueur qui pose beaucoup de problèmes de par son jeu offensif, hein, bien sûr. Qui sera l'un des joueurs à vraiment surveiller. Et peut-être que d'ailleurs sa performance du moment fait que l'orientation peut-être beaucoup plus défensive sur le côté gauche que d'habitude, Grenat Forever côté SMS, fera qu'éventuellement ça peut avoir une influence dans le 11 côté messin. Mais c'est vrai que Klaus c'est effectivement un joueur dont il faut grandement se méfier. À côté, effectivement, tu as bien parlé d'un monsieur comme Kakuta qui là est par contre une très très grande menace. Et donc c'est un peu voilà l'idée que vous avez derrière cette équipe de Lens contre Saint-Etienne. Donc on va pouvoir retrouver la très grande majorité des noms sur le terrain contre Metz. Tactiquement parlant, vu que c'est un système à 3 défenseurs centraux qui pose des problèmes au FC Metz, hein, je pense que les matchs précédents du FC Metz l'ont démontré qu'on n'aime pas jouer contre des équipes avec 3 défenseurs centraux. Je vois pas de raison pour Lens de chercher à s'adapter au FC Metz comme l'avait fait Angers il y a de cela 10 jours. Là pour le coup c'est un système qui va nous poser des problèmes, donc ils vont normalement pas changer les choses. Voilà, on dit ça comme ça, on n'est pas sûr que ça va se passer, mais il n'y a pas vraiment d'argument pour changer tactiquement parlant côté lensois face au FC Metz.
Côté FCMS Grenade Forever, là bien sûr nous entrons dans le vif du sujet puisque nous avons, on va dire, beaucoup d'absents embêtants à gérer. Embêtants, je veux dire, leur non-présence sur le 11 de départ va nous poser quelques petits casse-têtes pour essayer d'établir une tactique. Je rappelle bien sûr que Monsieur Ukija est donc suspendu, Monsieur Kouyaté également, ainsi que Monsieur 111. Notre gardien, notre défenseur central axial, le plus axial des trois, et notre piston droit ne seront pas présents. Et donc il va falloir composer quelque chose sans ces joueurs-là. Et là, Grenade Forever, il y a des petits casse-têtes parce que naturellement, tu sais, quand on voit ça, on se dit bon, au vu des derniers matchs, on devrait repartir sur un système, tu sais, à 3 défenseurs centraux. Alors il y a une première composition que vous aurez à l'écran où on se dit si Kouyaté n'est pas là, automatiquement on va prendre le 4e défenseur central dans la liste, ou 4e joueur pouvant jouer défenseur central qui est sur la liste, Fofana. Et vu que 111 n'est pas là, bah on va mettre l'ambidextre des pistons, à savoir Monsieur Delaine sur le poste de latéral droit, Caillard dans les buts, et pour le reste, milieu de terrain, faire un Maïga Assar qui était habituel, et puis le reste, on va en parler aussi, mais peut-être un Boulaya avec, je sais pas, avec un Wagner Lamine Gueye, par exemple. Bon, toi tu crois vraiment qu'il va rester tactiquement parlant sur cette idée de 3 défenseurs centraux ou pas? C'est compliqué à dire, pour moi je serais tenté de te dire que oui. Et après, je reconnaîtrai que s'il passe à 4 demain, c'est une grosse prise de risque. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, il aurait une grosse paire de couilles de faire ça dans un match aussi capital. Et ça sera double tranchant. Est-ce qu'il a envie de prendre, entre guillemets, ce risque au risque des 90 minutes de solution de facilité? Si Metz perd, ben on va forcément lui taper dessus de ne pas avoir testé ce système avant. Ce qui serait la solution de facilité. Et peut-être que j'utiliserai ce levier aussi parce que voilà. Mais pour moi, non, on va jouer à 3 derrière, sinon il aurait changé à Valenciennes, avec un Mamadou Fofana, et Mathieu Hudol et Thomas Delaine sur les côtés. Je pense que même avec la non-suspension de 111, on aurait quand même joué à 3 derrière, mais si 111 était là, je pense que c'est Hudol qui aurait joué défenseur central, axe gauche, et pas Fofana. Ça, j'en suis certain même. Après, il y a quand même l'autre sujet, je sais qu'il faut parler de cela, mais Vincent Pajot. Et comme vous savez, de retour activement dans le groupe. Il a joué les matchs précédents, et la question de le titulariser dans un milieu de terrain aux côtés de Maïga et de Sarr notamment, se pose bien sûr. Sauf que vous vous doutez bien que si on reste dans un système à 3 défenseurs centraux, on va avoir un petit problème, parce qu'on a seulement que 3 postes de milieu de terrain pouvant être occupés déjà d'office par un Boulaya qui a plus ce rôle de créateur, et il reste donc 2 pivots. Et là, vous avez Maïga, Sarr et Pajot pour 2 places. Donc forcément, ça nous pose quelques petits problèmes dans la réflexion. Vous imaginez bien. Il y a une possibilité, Grenade Forever, bien sûr, je fais référence à beaucoup de supporters qui l'ont évoqué, toi-même, qui parlaient, par exemple, tu sais, d'une idée de... Monsieur Hudol pourrait très bien jouer central gauche, comme ça a déjà été fait notamment en Coupe de France contre Amiens, tu vois, par exemple. Comme ça a été fait, si je me trompe pas, Grunfer, tu me dis si je me trompe, mais dans le match contre Valenciennes. Oui, c'est ça. Et contre Amiens. C'est 2 matchs de coupe en fait. C'est ça. Bon, l'avantage de ça, c'est que ça libère le poste de piston gauche pour un Thomas Delaine, tu vois, qui pourrait rester dans ce rôle-là, présent vraiment sur le bord gauche du terrain. Et donc, le poste de piston droit serait peut-être occupé par monsieur Habib Maïga. Et oui, parce que Maïga a effectivement été revendiqué, on s'en souvient en début de saison, comme un potentiel latéral droit, hein, quand on parlait notamment de qui allait doubler 111, tu sais, à l'époque où il n'y avait pas Bohen, je rappelle, parce qu'à l'époque Bohen n'était pas dans l'équation, officiellement le remplaçant de 111, le numéro 2 au poste de latéral droit, hein, même si on doute s'il a encore s'il a le niveau pour vraiment être aligné sur le terrain, mais c'est vrai que certains ont parlé d'une composition où effectivement Maïga serait le piston droit, et puis voilà, un Delaine piston gauche, Hudol central gauche, ce qui te permettrait en double pivot d'aligner Pajot et Sarr. Est-ce que c'est totalement délirant d'envisager, tu sais, une composition de la sorte? Délirant, non. Étant donné que les joueurs cités au poste que tu viens de dire ont déjà joué à ces postes-là.
mais ça serait culotté en fait de changer autant de monde dans un match aussi important. Et je le vois pas faire ça en fait. Changer autant de joueurs, et en plus, pas des moindres, et les mettre à des postes qu'ils ont déjà joué mais inhabituels, ça serait vraiment culotté. Alors après, ça peut être un coup gagnant justement pour emmerder les Lensois. Mais de notre côté, ça me ferait un peu. Je me dis, putain, ça serait un peu culotté de jouer ça un peu sur un match aussi important. Ah bah du coup oui, parce que c'est que là tu te dis que finalement ouais, on pourrait faire des changements simples, tu vois, faire poste pour poste, Fofana pour Kouyaté et Delaine pour un Santon, sachant qu'Aden peut jouer à droite ou à gauche comme vous le savez, et tu mettrais Udol sur le côté gauche. Voilà, après comme j'ai dit, il y a la problématique d'aujourd'hui, est-ce qu'il veut aligner les trois milieux de terrain, tu sais, dans sa liste, Pajot, Maïga et Sarr en même temps, ou au contraire, est-ce qu'il se dit je vais en garder un sur le banc et je le ferai rentrer en cours de jeu, tu vois. Et probablement que s'il a cette réflexion-là, de se dire qu'il en laisse un sur le banc, on imagine que ça sera plutôt Pajot sur le banc que genre Maïga, tu vois. Et peut-être encore moins Sarr. Pour moi, là, en ce moment, là, dans la hiérarchie, je pense que Papé Matarsar est numéro un et donc titulaire à coup sûr. Après, à voir qui va l'accompagner. Mais je pense qu'Antonetti va pas se casser la tête, hein. Vincent Pajot, ça fait que 2 semaines qu'il est revenu. Est-ce qu'il aura, entre guillemets, les épaules assez solides et la caisse dans un match aussi important? Je pense que c'est encore trop tôt. Et donc, on partira sur Maïga Sarr. Et je pense que ça sera ça, même si Frédéric peut nous surprendre. Il peut nous surprendre. Mais Ouais, ça serait logique, en fait, de pas griller Vincent Pajot. bah c'est un argument qui peut se défendre effectivement quand tu vas décider du 11. Vous allez voir aussi dans les compositions que si je mets le cas de figure possible aussi de Fofana en centrale gauche et que par exemple Maïga est aligné piston droit, toujours dans cette idée de vouloir mettre ces trois milieux de terrain là ensemble sur un terrain, j'envisage plutôt de mettre Udol piston gauche plutôt que Delaine pour la simple et bonne raison qu'il y a Monsieur Klaus à gérer. Et que je Qui avait pense été très bien géré au match aller en plus. exactement. Donc moi je pose la question de est-ce qu'il vaut mieux avoir Udol ou Delaine pour gérer Klaus, sachant que Klaus lui pour le coup sera très offensif sur ce match. Alors un Delaine sera très intéressant sur les phases de compte, mais le problème c'est que s'il doit défendre sur un Jonathan Klaus, moi personnellement je préfère avoir un Udol qu'avoir un Delaine. Je pense qu'objectivement Grenade Forever, même si je sais que tu es un ultra fan de Delaine, non, tu mais reconnais après, non mais tu reconnais que défensivement Udol est meilleur que Delaine quoi. Enfin genre Mais ça, on est d'accord. Après, je rappelle qu'au match aller, c'était Thomas Delaine qui était titulaire et Klaus avait été quand même mis sous l'étonnoir. Du fait aussi du système A3 derrière qui avait un peu fait chier les Lensois, mais c'était pas Udol qui était titulaire au match aller, du côté de Klaus. bien sûr. Est-ce qu'Udol ne ferait pas mieux? Je pose la question, tu vois. Ah, je sais pas. En tout cas, je mets cette hypothèse-là, mais bien sûr, rien n'est fait. J'ai envie juste de terminer Grenade Forever par rapport à la composition sur, évidemment, un truc un peu what the fuck. C'est de se dire, imaginons qu'il n'y ait pas trois défenseurs centraux, mais qu'on repasse dans une défense à 4 pour un fameux 4-3-3. Alors, 4-3-3, encore une fois, beaucoup de gens vont demander est-ce que ça va être un hybride ou est-ce qu'au contraire, ce serait peut-être plutôt un 4-1-2-1-2, tu vois. Avec dans cette idée, alors j'ai fait une composition, mais encore une fois, ça peut se débattre, avec notamment Udol latéral gauche, Delaine latéral droit, une défense centrale Boy, Braun, Pajot en numéro 6, Maïga Sarr devant Pajot, Boulaya en créateur, et en attaque Wagner, Lamine Gay. Est-ce qu'une composition comme ça, alors outre le fait, et je sais que tu vas en parler, le fait que c'est un peu de l'improvisation, parce que cela fait depuis des semaines et même des mois que l'on n'a pas joué à nouveau dans un système à 4 défenseurs, est-ce que sur le papier, ça a de la gueule quand tu vois une composition de ce style? Clairement que ça a de la gueule. Sans les... Et ça, c'est une compo qui me plairait, en plus quand les suspendus reviendront. Mais là, demain, cette compo-là, elle pourrait avoir de la gueule, beaucoup de gueule. Et ça te permettrait de résoudre ce problème de savoir de laisser ou Pajot ou Maïga sur le banc. Tu aurais les deux ensemble, même si tu as toujours ce souci de rythme chez Vince Pajot, mais tu pourrais avoir les deux ensemble. Ouais. Avec un Pajot, j'ai mis en numéro 6 parce que je pense que parmi tous les joueurs ayant joué numéro 6 depuis le début de la saison, je pense que c'est peut-être le joueur qui a le plus convaincu, à la fois sur l'aspect récupération, mais surtout dans l'aspect distribution des ballons. Tu vois, là où Maïga avait été pas mal, pas critiqué, mais tu vois, il y avait eu des jugements de la part
d'Antonetti sur sa façon de distribuer des ballons, où il disait qu'il faisait encore trop de jeu latéral quand il distribuait le ballon, tu vois. Alors qu'un Pajot, par contre, tu sais que lui, il va aller beaucoup plus naturellement directement vers l'avant, en tant que numéro 6, hein, dans son jeu vers l'avant, ou dans son jeu de distribution de balles vers l'avant, et aussi en termes de récupération, on s'en a vu notamment quand il était numéro 6, qu'il était très intéressant. Je mets aussi Maïga en tant que milieu central gauche, et non pas droit, pareil dans le souci de me méfier de ce côté de Jonathan Klaus, hein. Toujours dans la même idée, avoir Udol et Maïga sur le côté gauche, là c'est comme une certitude, toi, de gérer ce côté gauche, mais ça, donc le côté droit lensois, efficacement avec ce choix-là. Voilà. Juste un dernier point qu'on a fait avant de terminer sur l'aspect composition et de passer au pronostic, mais au niveau de l'attaque, moi je suis parti sur un Wagner Lamine dans toutes mes compositions possibles. Est-ce que toi tu vois un autre duo d'attaque? Je sais que tu vas peut-être parler d'Ambrose, mais moi c'est même certain en fait. Ah, tu vois carrément Ambrose avec Wagner. Frédéric Antonetti aime bien mettre des joueurs qui ont joué dans des... Il aime bien faire jouer des joueurs qui, quand ils jouent contre leurs anciens clubs. Ouais. J'ai remarqué, j'étais un peu... Voilà. Et là, je me dis, en fait, Thierry Ambrose est quand même dans une bonne forme, même si l'échantillon est léger. Hein, c'est sûr. Je pense qu'il sera récompensé de son bon match à Valenciennes, et le fait de jouer contre Lens, ça peut le surmotiver. Et donc, je vois bien un Ambrose et Lamine Gueye, évidemment, hein, titulaire, et un Wagner qui sortirait du banc. Attends, Ambrose Lamine Gueye alors? Ambrose Lamine Gueye. C'est un duo, malheureusement, j'ai plus ma feuille des duos sous les yeux, et je crois qu'on ne l'a jamais eu. Ouais. Ah, c'est vrai que je mets Wagner Lamine Gueye, mais c'est vrai que sur le coup, après réflexion, je me dis que le problème, c'est évidemment de mettre un Wagner titulaire quand tu sais que Wagner est beaucoup plus impactant en tant que rentrant plutôt qu'en tant que starter. Donc je suis d'accord que ceux qui vont un peu trouver ça bizarre que je mette Wagner en starter, c'est normal, effectivement, c'est un choix bizarre de ma part. Donc ouais, Ambrose Lamine Gueye, ouais, aussi. Je sais pas, moi, ouais, c'est vrai que ça peut se défendre, encore une fois. Mais voilà, ça peut se défendre, mais mettez dans les commentaires un peu votre avis sur les différentes compositions et duos d'attaque, surtout possibles, hein. Mais il y a quand même quelque chose à faire dessus. Et comme j'ai dit, Gonna Forever, et comme tu l'as très bien dit, la réponse à 14h, une heure avant le coup d'envoi, ce dimanche, hein. Ouais, moi je m'attends à tout en fait demain. Vu ce qui en plus a été sorti, comme quoi il pourrait... L'entraînement n'a pas été ouvert aux médias cette semaine, ce qui a rarement été fait cette année. Est-ce que ça veut dire qu'il prévoit quelque chose de spécial ou pas? Ça, on aura la réponse demain. Tout à fait. On termine Grenade Forever, si tu veux bien parler pronostics. Alors bien sûr, on attend vos pronostics dans les commentaires de cette vidéo pour nous dire un peu ce que vous allez prévoir comme résultat pour cette rencontre. Grenade Forever, tu as la parole. Quel est ton pronostic pour ce match? Match nul, 1 but partout. Donc tu vois quand même les Lensois continuer à marquer des buts, les Messins donc à prendre des buts, mais tu espères quand même que Metz va tenir le match. Ça serait le résultat peut-être le moins pire en fait, qui permettrait quand même... J'ai du mal à nous voir gagner demain, mais au moins en faisant ce nul, tu gardes Lens à distance, tu gardes Marseille entre guillemets à portée de ligne, tu serais toujours dans cette petite course en fait pour déjà le top 10 et l'avenir nous dira un cran plus haut. Ouais, l'avenir nous dira, c'est sûr. Écoute, moi je vais partir sur un 2 partout. Déjà parce que effectivement, défensivement parlant, grosse interrogation du fait de ne pas avoir Kouyaté ni Santon sur le terrain. En termes d'efficacité défensive, grande question. Si en plus on passe à un autre système, alors là, autant vous dire que ça risque d'être assez folklorique. Mais effectivement, la rencontre peut être ouverte quand même, notamment sur l'aspect des contres. On a vu que les contre-attaques au match aller avaient été assez intéressantes côté messin. Donc il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Donc 2 partout. Donc un match nul également pour les deux équipes. Et donc bien sûr, voilà, mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces deux pronostics-là, ou alors donnez-nous votre pronostic bien sûr pour ce match. Grenade Forever, nous avons terminé joyeusement cet avant-match de la rencontre entre Metz et le RC Lens. Tout d'abord, merci à toi d'avoir participé à cet avant-match. Merci à toi, comme d'hab. Bien sûr. Pour vous, les auditeurs, auditrices qui nous écoutez, on se retrouvera pour le débrief du match qui sera en ligne normalement mardi matin, si tout se passe bien, où on va aborder tous les points importants de cette rencontre.
Et tout ce que l'on peut vous dire, c'est bon match à ceux et celles qui vont regarder la rencontre ce dimanche. Portez-vous bien, hein, toujours, hein, comme d'habitude. Et allez le FC Metz!